Salut tout le monde, bienvenue à la brigade. Mon nom est Jean-Philippe Fogg, en compagnie aujourd'hui de Pascal Villeneuve, Philippe Villeneuve ainsi que de Zachary Mercier. Les boys, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien. Super bien. Yes, un beau groupe ce soir, je suis content. Zach, tu viens de... il n'y a pas longtemps, on a appris via les médias sociaux que tu devenais un des nouveaux journalistes sportifs du droit. On le sait, les Sylvain Saint-Laurent, Marc Brassard, Martin Comtois et JF Plante ont quitté dans les derniers mois. Ce qui a créé beaucoup de remous. Hein. Les gens se disaient le droit abandonne le sport, abandonne les sénateurs, abandonne les Olympiques. Qui va nous informer? Puis on s'était fait dire attendez, on travaille sur des choses. Puis voilà, on a un de ces acteurs-là qui vient nous trouver. Voilà. Puis Zach, je vais te poser des questions dans pas long, là, mais moi, quand j'ai vu tout ça passer, je me suis dit c'est tellement bizarre parce que toute ma jeunesse, j'ai suivi les sénateurs via le journal Le Droit. Je me souviens, mon grand-père était abonné. Il vivait à chaque côté de chez nous à Saint-Albert. Puis à tous les jours, j'allais chez lui puis je lisais Le Droit, je lisais la section des sports, je regardais le standing. Fait que quand ces 4 gars-là sont partis du journal, je me suis dit, wow, est-ce que c'est la fin de tout ça, tu sais? Puis même moi, quand je suis arrivé en 2005 ici, c'était encore, tu sais, on avait une version web, mais c'était plus ou moins, puis on avait la version papier tout le temps, fait qu'on était abonnés. Puis je me rappelle d'avoir suivi la course aux séries de 2007 avec le journal Le Droit que je ramassais à la porte quand j'allais prendre l'autobus, je mettais ça dans mon sac, je lisais ça dans l'autobus tous les matins, je le finissais à mon retour en fin de journée. Puis là, depuis un bout de temps, c'est plus la version numérique. Mais dans ma courte histoire ici, je peux dire que Le Droit, c'est quand même une institution là, dans la région. Fait que de revoir du monde à la couverture des scènes, je trouve que c'était un must. Voilà. Zachary, t'arrives, il y a des gros souliers à chausser, tu le sais déjà, je pense. Est-ce que tu veux te présenter? Qui es-tu? Tu viens de la région? Tu veux nous parler de nous un peu? Ouais, ben c'est ça exactement, là, des gros sujets à chausser. Mais elle va peut-être dépasser par là, c'est ça. Moi, je suis jeune de 23 ans, là, qui va avoir 24 ans cet été. Donc, très jeune, encore en pleine progression, un jeune journaliste sportif. Justement, qui est originaire de Gatineau. Fait mes études ici, secondaire, polyvalente école de Gatineau, sport-études, hockey, etc. La passion a commencé très jeune. Puis par la suite, j'ai fait mes études postsecondaires au Collège de la Cité puis à l'Université d'Ottawa. Et par la suite, parti Victoriaville sur un peu un coup de tête, aller couvrir là-bas le sport, l'éthique de Victo, couvert premier championnat dans le premier mois, écoute, ben de l'action, fait que ça a été vraiment spécial, mais tu sais à la base j'étais un gars de la région qui justement qui pensait jamais vraiment, j'avais jamais en tête de quitter tant que ça ou peu importe, j'étais bien ici, toute ma famille vient d'ici littéralement, toute ma famille, j'ai aucun membre de ma famille à l'extérieur de Gatineau, fait que tu sais moi je connaissais pas tant l'extérieur que ça à part des tournois de hockey puis des matchs, mais c'est ça, fait que je suis parti par la suite, mais sinon c'est ça, à la base je viens d'ici avant d'avoir fait ma petite route de lait. Est-ce que tu dirais que d'être de la région, ça t'aide ou ça t'aide pas, ou est-ce que ça t'ajoute un petit engouement que t'avais peut-être pas là-bas? Comment tu vois ça? Ben tu sais, c'est sûr que pour moi, je trouve que ça m'aide parce que je connais la réalité régionale. J'arrive pas ici en débarquant en sachant rien. Je sais les équipes à couvrir, je sais les billes. Puis tu sais, tantôt on parlait un peu des 4 gars qui ont parti. Ben tu sais, moi aussi là, ça a été mon enfance en les regardant puis en les lisant, puis en les côtoyant même à la fin. Là, j'ai eu la chance de les côtoyer un peu. Tu sais, j'avais été passer une journée avec Sylvain Saint-Laurent quand j'étais en secondaire 5, une journée un peu étudiant d'un jour. Une pratique, un morning skate, tout ça, il m'avait fait un peu tout montrer comment ça fonctionnait, puis par la suite, j'ai dit ça a juste confirmé que je voulais m'inscrire en journalisme, puis finalement, ça a un peu décollé de là, puis maintenant 7 ans plus tard, je le remplace pratiquement, là, tu sais, à tout de moins le timing, là, et c'est un peu, vient tout compléter ça, là, mais c'est assez spécial quand même quand j'y repense à ça, que on dirait que toutes les étoiles se sont alignées dans mon parcours. J'aime dire que les bons joueurs créent leur propre chance, mais ça reste, il faut toujours être à la bonne place au bon moment, puis on dirait qu'à jusqu'à maintenant, ça a été un peu mon histoire, là.
Puis, shout-out à Sylvain Saint-Laurent, hein, tellement généreux, puis on en a profité un peu, nous autres aussi. Il est venu nous voir plusieurs fois quand on avait besoin de l'avoir sur un épisode, il disait toujours oui. Il nous a ouvert quelques portes avec des joueurs pour des entrevues. Quand je le rencontrais sur la galerie de presse, écoute, il était vraiment généreux, puis comme on parlait de grosses chaussures à combler, là, mais je trouve que ça vaut la peine de souligner non seulement son côté professionnel, mais son côté relationnel aussi qu'il avait, puis qu'il y a encore maintenant qu'il est avec la PWHL d'Ottawa. Là. Ben oui, j'ai la chance de le côtoyer même. Même moi, j'avais un reportage à écrire comme examen en première session, puis s'est levé à 7 heures du matin avec moi pour faire une entrevue pour le reportage, justement. Il n'a pas posé de questions. J'ai dit que j'avais besoin d'aide pour une entrevue, puis il m'a dit oui. Fait que, puis Zach, j'étais curieux un peu parce que justement, moi, j'étais en première année assistant en ce moment. La transition de partir, là, de partir tout seul, tu t'en vas loin, puis tu t'en vas habiter tout seul. C'était comment, ça? Tu l'as vécu comment? C'était assez spécial, honnêtement, parce qu'en même temps, j'avais appliqué pour HEC en programme de sports management pour un diplôme d'études supérieures spécialisées, que j'étais comme un peu en attente de réponse des deux côtés. Puis ça, quand je disais que tout s'est aligné, ça a été vraiment... j'étais dans mes examens finaux d'université, puis j'ai vu passer sur Twitter que Mathieu Vachon, qui finalement, ça a fini par être mon collègue au Nouvelliste quelques années plus tard, mais qui quittait Victoriaville pour justement le Nouvelliste, réussi à appliquer, je lance mon nom, j'avais jamais mis pied à Victoriaville, écoute, je savais à peine quasiment c'était où sur la map, là. Tu sais, c'était pratiquement ça, je savais que c'était dans le coin de Drummondville, tout ça, mais ça reste que j'avais jamais mis les pieds là-bas, puis finalement, le lundi, je fais envoyer soumettre sur mon dernier projet universitaire, le vendredi, je reçois un appel, hey, t'es engagé à Victoriaville, trouve-toi un logement au plus vite, puis viens-t'en. Tu sais, parce que c'était en pleine série éliminatoire en plus, la Coupe du Président, que tout ça s'est déroulé. Puis justement, c'est dans la bulle à Québec où est-ce que tout était là-bas, puis que les Foreurs de Val-d'Or, tout le monde les voyait déjà remporter la Coupe du Président haut la main sans compétition. Puis finalement, justement, j'ai commencé à couvrir les Tigres de Victoriaville en deuxième ronde. J'ai déménagé entre ça, puis par la suite, ben c'est ça, couvert un premier championnat en 19 ans là-bas à Victoriaville. Ça a été quand même assez spécial à 20 ans de couvrir un championnat quand les joueurs sur la glace, il y en avait que j'avais affronté au secondaire. C'était assez spécial ça aussi. Puis là, c'est quand même plaisant. J'avais même un de mes bons amis que je salue, qui joue maintenant pour les Patriotes de l'UQTR, Connor Frenette, un Gatinois ici qui fait son bout de chemin. Il a été capitaine des Tigres de Victoriaville, gagné une Coupe du Président, gagné l'an dernier la Coupe Queens avec les Patriotes de l'UQTR. Bref, peut-être un potentiel futur invité, qui sait. Cool, mais ça reste que c'est ça. Puis je suis parti tout seul, puis j'étais comme... J'ai toujours habité chez mes parents, rien. Transition assez importante, surtout en pleine pandémie. Tu sais, ça reste on parle de juin à peu près 2021. Donc il y avait encore un peu des restrictions sanitaires qui étaient qui s'activaient, il y en a d'autres qui s'enlevaient, peu importe, tout dépendant du moment de l'année. Donc ça a été assez rock and roll, je dirais, que de déménager tout seul, apprendre un peu à faire c'est ça, tes skills de cuisine même. Là, ça ressemblait à quoi là, avant de partir, le grilled cheese? Même 2 ans et demi plus tard, je suis pas encore Ricardo, mais quand même, j'ai eu après à me débrouiller. Écoute, j'ai fait des plats avec mes parents sur FaceTime quasiment des fois, là, tu sais. C'est bon, ça. Pour certaines affaires de comme, hey, ça, juste pour être certain de faire la bonne chose, puis pas que la cuisine parte en feu non plus, là. Pour certains trucs, tu sais, ça arrive. Ça s'est fait vraiment rapidement, là. Donc, tu sais, moi, je suis passé, comme je dis, pas nécessairement à partir. Puis là, ben, finalement, tout a donné. Donc, ça a été une grosse transition. Je dirais que la première année a été quand même plus difficile parce que justement, tu es assez isolé dans une ville que tu connais pas. Créer des cercles d'amis, c'est un peu difficile aussi parce que tu as un rythme de vie qui est complètement différent. T'arrives là, tu rencontres peut-être des fois des personnes un peu de ton âge, mais c'est plus des athlètes que tu interviews parce que mes collègues de travail avaient tous 15-20 ans plus vieux que moi. Là. Il y avait des collègues qui avaient des enfants plus vieux que moi. Donc, tu sais, c'est un peu ça la réalité, que quand tu commences au marché du travail à 20 ans, ben c'est ça. C'était un peu spécial, mais tout est bien qui finit bien. Puis justement, à la fin, j'avais réussi vraiment à me créer un certain cercle, tout ça. Partenaire de tennis, partenaire de golf, etc. Finalement, après ça, ça a été à Trois-Rivières pendant une année aussi. Puis là, comme je dis, je viens tout juste fraîchement de débarquer il y a à peu près moins d'un mois là, à Gatineau. Comment ça se passe, ton retour à la maison? Ça se passe bien, honnêtement. J'étais content de revoir mes 2 chiens. Chez mes parents, on a 2 labradors, donc ça, c'est sûr qu'il y en a un, justement, que mes parents
ont adopté durant que j'étais pas là, donc je l'ai vu un peu grandir, mais sporadiquement. J'ai réussi à venir des fois de temps en temps de faire des tours à la maison, mais les tours à la maison quand t'étais à Victoriaville, c'est un 4 heures c'est un 4 heures si t'arrêtes pas de rouler, un petit 4 heures et demie si t'arrêtes gazer, manger. Donc surtout avec des horaires de hockey junior où est-ce qu'à Victoriaville, j'ai pas manqué un match à domicile pendant 1 an et demi, pas un match préparatoire à domicile, tous les événements à domicile, j'en ai pas manqué un. Ça a bien à donner que j'ai pas été vraiment malade sur un des matchs parce que j'ai vraiment rien manqué. Donc j'étais là à tous les matchs, j'allais faire mes tours des faux entraînements, tout ça. Donc c'était vraiment j'avais un horaire très intense dans un petit hebdo local là. Écoute, si tu veux apprendre, c'est la bonne école parce que des heures t'en fais, puis justement ça m'a permis j'ai peut-être simplement 2 ans et demi peut-être d'expérience en termes d'années là sur le terrain, mais en termes de quantité de travail que j'ai eu à faire, que j'ai fait là, on peut pratiquement le doubler là. T'avais-tu quelqu'un un peu pour te coacher, pour faire la transition, pour à faire du shadow un peu à suivre, ou t'as été mis là puis let's go, c'est toi qui es sur le beat? Ça a été assez let's go. Tu sais, je pense que j'avais quand même réussi à avoir certaines expériences aussi dans mon parcours. Je m'étais impliqué avec l'Intrépide de Gatineau. Je faisais l'analyse des matchs, responsable web diffusion. Tu sais, j'ai travaillé 2 ans chez Excellence Sportive Outaouais aussi, qui est un organisme de sport à but non lucratif dans le coin de l'Outaouais. Ça m'a permis de développer certains trucs. Puis à l'école, on écrit beaucoup. Ouais. Donc, parce que moi, l'écrit, c'était pas ma force, surtout pas au secondaire. Comme je dis à tout le monde, il y a personne qui m'a côtoyé dans ma vie qui est surpris de ce que je fais, sauf mes profs de français du secondaire, parce que j'avais pas des notes incroyables, là, honnêtement. Tu sais, j'étais dans les soixantaines, début 70 peut-être des fois, donc je savais pas, tu sais, c'était pas outstanding, c'était pas vraiment incroyable, mais j'ai réussi à force de travailler très fort. C'est qui d'autre? La force n'était pas l'écrit. Un ancien journaliste du Journal de droit qu'on a reçu ici dans la brigade. Il y a longtemps, là. Oh ouais. C'est-tu Jean-François ou Martin? François Gagnon. Ah, oui, là, je viens de faire le lien. Exactement ça a l'air, c'était vraiment pas fort, mais vraiment pas. Mais lui, dans ses premiers articles, tous les premiers temps, ça a l'air qu'il se faisait comme corriger. Mais avec le temps, apparemment qu'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, là, dans sa facilité, sa capacité à écrire, le nombre de fautes puis tout ça, là, mais apparemment qu'il partait de très loin. Aussi. Antidote aide aussi. Ça, je dois dire que François, je dois le saluer, que assurément que quand il a commencé au Journal Le Droit, Antidote, on n'en parlait pas. Donc, ça, c'est sûr que cet outil-là est assez utile. Puis ça permet aussi, après ça, de voir les erreurs que tu fais au moins pour essayer d'améliorer, mais à force d'écrire, je dirais que les trucs, tout devient un peu plus naturel. Il y a un certain jargon, une certaine façon de twister les phrases aussi, j'imagine, là, qui vient... Puis des fois, c'est d'avoir les bons termes en français aussi, tu sais. Tu peux pas écrire le gars le cross-checker pendant son back-check, puis tu sais, là, puis des fois, comment on dit ça, un back-check en français? Ça a été ça ma difficulté aussi. Quand j'ai commencé avec À la Coupe là, à écrire des textes sur les Sens, je faisais déjà des TikTok en anglais, mais traduire les termes, j'en ai demandé tellement, papa, le nombre de textes que je t'ai écrit, mettons, pour dire comment tu dis ça en français, un cross-check ou un one-timer, tu sais, mais là, c'est un tir sur réception, puis j'apprends les termes, puis tout ça, mais de base, c'est pas facile. C'est pas mal plus facile, je trouve, écrire en anglais. Là. Ben, c'est sûr que les termes sportifs, c'est vraiment beaucoup en anglais, mais j'avais quand même mon chef des nouvelles à Victoriaville qui m'a épaulé aussi, où est-ce que lui a couvert les Tigres de Victoriaville pendant plusieurs saisons avant de devenir chef des nouvelles. Donc, il y avait quand même l'expérience, puis au début, il y avait beaucoup de feedback. Là. Je m'étais pas fait simplement lancer dans la fosse au lion, mais par la suite, là, une fois que tu trouves le rythme, là, c'est assez... si justement la passion est là, tu vas faire ton chemin. C'était ça. Au début de la saison, quand la Ligue féminine a commencé, j'avais un peu ce problème-là quand je faisais des posts sur les médias sociaux parce que je voulais dire des défenseuses, des entraîneuses, mais ça sonnait tout croche dans ma tête. C'était vraiment ça qu'on dit, défenseuse. Défenseur, je sais pas. Entraîneur. La langue française, tout un mystère. Il y en a aussi qu'il y a des préférences. Il y a certains entraîneurs ou entraîneurs qui veulent se faire appeler entraîneur
C'est vrai? Grammaticalement, c'est incorrect, c'est entraîneuse, mais il y en a qui aiment peut-être plus le terme Ça entraîneur fait parce que plus justement, ouais. à l'audio, lorsqu'on l'entend, là, ça sonne mieux, puis aussi ça rapporte plus au masculin où est-ce qu'il y a moins une grosse différence, mais bref, c'est entraîneur, entraîneuse ou joueuse, défenseuse, attaquante, ou ça sonne déjà mieux, là, Oui, mais attaquante, oui, c'est plus facile. effectivement, il y a certains termes où est-ce qu'il faut fouiller. Je dirais que le plus difficile, ça a été quand j'ai écrit des textes de football. Des fois, des positions de football ou des certains jeux, c'est encore plus difficile, on dirait, qu'au hockey, où est-ce que on est souvent bombardé, en plus, si on écoute les télé sportives en français, des bons termes. Mais des fois, dans certains autres sports, c'est pas mal plus difficile. Quand on va là, à 200 mètres crawl à la nage, là, comment, tu sais, y a-t-il une traduction? Y en a-tu pas? Tu sais, c'est ça. Puis il y a le côté aussi que moi, j'essaie de lire de plus en plus pour des synonymes, des différentes tournures de phrases. Tu veux pas dire compter un but 5 fois. Il y a comme toucher les cordages. Il y en a tellement plein que je commence à apprendre, puis j'essaie que ça devienne un automatisme aussi parce que veux pas, ça devient répétitif, c'est plate à lire. Là. Puis là, il faut que tu rajoutes à faire un lancer frappé dans un filet désert. Donc là, tu peux rajouter ça dans ta liste de choses à dire. Oui, puis tu sais, si je peux juste compléter sur ce que Philippe a dit, justement, des expressions, des tournures de phrases. À Victoriaville, il y a des journées, je pouvais écrire 4-5 textes, là, des fois sur différentes équipes de hockey, tout ça. Donc, quand tu écris 4-5 textes, des fois de matchs, de résultats de fin de semaine, de bilan de fin de semaine, quand t'en écris 4-5, tu veux pas écrire 4-5 textes pareils, formatés de la même façon. Donc, t'as pas le choix d'utiliser de tournures de phrases différemment. Langue, t'essaies de le mettre un peu peut-être différemment, de peut-être mettre en évidence d'autres choses que t'as peut-être pas faites avec d'autres, parce que sinon... mais c'est toutes des choses qu'on apprend aussi avec le temps, parce que au début, moi, c'est une des gros problèmes, c'est tu fais une entrevue, ça dure 15 minutes, puis là, t'arrives, t'es comme j'ai posé ben trop de questions qui ont pas rapport, puis là, t'as de la misère à trouver ton angle là-dedans, donc ça prend plus de temps à trouver le texte que maintenant, d'être concis, de savoir ton angle avant de faire l'entrevue, ça change, parce que ça peut être une entrevue de 4 minutes, puis tu peux faire un aussi gros texte que si t'avais fait une entrevue de 20 minutes, que où est-ce que tu savais pas trop où est-ce que tu t'en allais, puis c'est plus difficile à avoir. Donc, Philippe, prends des notes. C'est ça, j'étais en train d'en prendre. C'est enregistré, tu pourras le réécouter. Isaac, là, tu rejoins l'équipe du sport du Journal de droit, mais à toi se joint aussi Julien Paquette, qui était déjà un journaliste du droit qui migre vers la section des sports. Comment ça va se partager entre vous deux dans la région, là? On essaye de vraiment c'est certain qu'il y a deux, on a certains peut-être où est-ce qu'il y en a des beats qu'on est plus assignés. Lui, hockey féminin a vraiment pris avec l'équipe d'Ottawa, a vraiment pris les rênes là-dessus. Donc c'est pas mal lui qui s'occupe de tous les matchs. Moi, même chose pour les Olympiques de Gatineau. Ça pour cet hiver, c'est à peu près ça. Les 67 aussi, ils s'en occupent des fois de temps en temps parce que ils partagent la même aréna, la place TD aussi, où est-ce qu'il y a des fois des entraînements se chevauchent ou sont pas trop loin. Donc certains, ça évite des déplacements où on fait un petit one-stop shopping, comme on appelle, où est-ce que le place TD, c'est vraiment parfait pour ça, honnêtement. Là, où est-ce que t'as l'Atlético, le Rouge et Noir, hockey féminin, puis les 67. Donc, t'as 4 équipes sportives même assez majeures dans la région. Ouais, les GGs qui peuvent avoir certains entraînements là, ou peu importe, mais ça reste que c'est vraiment un endroit où est-ce que c'est assez unique. On voit pas ça souvent au Québec pour certaines équipes, mais là, ils ont vraiment, je vais leur lever mon chapeau, qui ont vraiment bien fait ça, où est-ce que tout est à la même place. Puis pour les journalistes, c'est vraiment super. Mais c'est ça, on essaie vraiment de se diviser ça. Pour les sénateurs, comme j'ai dit, je vais être à certains matchs quand il n'y a pas de conflit avec les Olympiques. Julien va prendre le relais aussi lorsqu'il va y avoir des conflits de mon côté avec les Olympiques. Donc vraiment, on va se partager un peu la tâche pour certains dossiers parce qu'on n'a pas le choix. On est que deux. On peut pas, on a tellement de choses à couvrir. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse des choix. Je pense que la chose la plus difficile, c'est de faire des choix parce que des choses, puis des équipes, puis des sports, puis des bonnes histoires, il y en a partout, puis il y en a aux 4 coins de l'Outaouais, puis d'Ottawa, de la capitale nationale. Donc vraiment, c'est un peu ça qui est difficile, c'est on essaye de produire ce qu'on peut, mais à un moment donné, on a 2 bras, 2 jambes, on a 24 heures dans une journée, on n'en a pas plus, donc on doit tenter de faire des choix, mais pour l'instant, on se débrouille très bien, on est en train de trouver vraiment notre chimie puis notre rythme de croisière, donc je suis pas inquiet, puis jusqu'à maintenant, on produit quand même à un assez bon rythme. Tu dis on a 24 heures dans une journée, mais on a aussi des vies et des choses à l'extérieur, fait qu'il faut aussi respecter ça, là. C'est ça. Puis en même temps, c'est un peu la fin de l'année dans les deux cas. Fait que ça vous met dans le bain tout de suite. Puis ça va vous laisser, ben là, on va après ça transitionner au sport. Ça va être le baseball, ça va être le football, ça va être, c'est ça qui est le fun dans la région, c'est qu'il y a une seule équipe vraiment
100%, ben, Non, peut-être le pas. Rouge et Noir, c'est c'est peut-être professionnel, ouais. considéré une équipe professionnelle aussi. Fait qu'il y a quelques équipes professionnelles quand même à suivre. Puis après ça, l'année Blackjack. prochaine, ben, vous allez partir avec une carte. Moi, j'ai compté une 6 carte blanche. équipes professionnelles, Ouais. 2 équipes juniors. C'est à peu près mon compte. Zach, avant de passer à la suite, je te pose 2 questions rapides. T'as grandi en Outaouais, t'as grandi à Gatineau. J'ai pas le choix de te demander ton équipe quand t'étais jeune, c'était qui? Écoute, ça va vraiment vous surprendre parce qu'on doit être à peu près 4 personnes dans l'Outaouais là, ou dans le Québec. Moi, j'ai grandi, ça va être assez surprise. Moi, ça va être un choix d'enfant de 7 ans, mais Les c'est quand j'avais Mighty 7 ans Ducks. quand c'est arrivé. C'est très près. Les Penguins. C'est les Sharks Ok. de San Jose. Ah, Les ok. Sharks de San Jose. Donc, moi, c'est vraiment les couleurs, le logo. Puis c'est vraiment dans mes gros. Tu sais, NHL 2. Moi, ça avait commencé le cover d'NHL 2 Cossette, que c'était Joe Thornton Ouais, sur ces différentes consoles, tout ça. C'est les grosses années en plus de Thornton, Marleau, Heatley, Pavelski. Il y avait des Evgeny Nabokov devant le filet, faut pas l'oublier. Fait Antoniemi, ouais. À Chicago, peut-être un peu mieux, là, mais avec San Jose, ça a été plus difficile. Mais ça a vraiment été ça, moi, mon équipe d'enfance, honnêtement. Puis il était Puis bon. là, là. ouais, c'est ça, exactement. C'était Puis là, des belles années, depuis quelques années, moi, je suis un de mes très bons amis dans la vie, c'est Benoît-Olivier Groux qui joue pour les Ducks d'Anaheim. Donc, disons que justement, il vient en visite cette semaine. Donc, j'espère pouvoir lui piquer Brett Josette. Donc, là, j'étais un peu tiraillé parce que c'est la grosse rivalité entre les Sharks de San Jose et les Ducks d'Anaheim. Donc, j'ai un de mes bons amis qui joue pour une équipe. Oh. Puis j'ai mes Sharks qui jouent de l'autre. Mais disons que j'ai souffert beaucoup. J'aime la souffrance depuis que je suis partisan des Sharks de San Jose. J'ai pas le choix de te demander qu'est-ce que tu penses de l'échange Carlson, retour de Tim Stutzla, Josh Norris. On n'en parle pas, c'est pas vrai. Mais c'est certain que ça a été une transaction qui finalement a été. Puis je pense que aujourd'hui c'est facile de dire. Toujours. Ça a été un échange incroyable, mais sur le moment, on n'aurait jamais pu se douter que Josh Norris allait devenir le Josh Norris, que le choix des Sharks de San Jose allait être finalement Tim Stutzla. Ben oui. L'année d'avant, les sénateurs avaient échangé leur choix de première ronde, qui finalement est devenu Cale Makar. Donc ça a été. C'était-tu avant ou après? Bref, je pense que c'est l'année précédente que. Ça non plus, on n'en parle pas. Exactement. donc ça a vraiment été. Il y a certaines transactions où est-ce que c'est difficile à prédire, où est-ce qu'on échange, on fait une grande acquisition. Mais c'est certain que quand on regarde aujourd'hui, le retour, c'est même pas proche. Là. Surtout ce qui est arrivé à San Jose, où est-ce que ça n'a jamais pu débloquer parce que il y avait 2 joueurs pareils. Puis on dirait qu'on est en train de revoir le même scénario à Pittsburgh présentement, où est-ce que 2 défenseurs de même profil qui jouent à la même côté, 2 droitiers, à peu près la même charpente. Ça fonctionne pas tant que ça. Mais bref, oui, ça a été... sur le coup, c'était excitant, mais par la suite, on a rapidement désenchanté. Mais non, mais je me rappelle, moi, où est-ce que j'étais quand j'ai vu l'échange, là, ma réaction initiale, je pense que j'ai littéralement dit « On vient d'échanger Carlson pour une 12aine de bâtons ». J'ai dit ça à voix haute, j'ai dit ça. Puis je le croyais à 100%, là, mais on pouvait juste, bon bâton. on pouvait juste pas s'y attendre. Puis San Jose était supposé d'être bon, là. C'était pas supposé d'être un 3e choix, mais même pas proche. Puis on en parle souvent, mais quand on se souviendra de Pierre Dorion, on disait que les gens sont comme Pierre Dorion, Tim Stutzla, Josh Norris, mais c'est un coup de chance total, là. Il n'y avait aucun moyen de prédire parce que qui d'autre aurait pris à 3? Ouais. OK, ma deuxième question. Mais vas-y, Pascal. La grosse pièce, c'était Chris Tierney, il veut pas. Mais blague à part, légende des Canadiens de Montréal. Benoît-Olivier Groux, son père, il cherche une job présentement d'entraîneur. Tu vas peut-être avoir un scoop avant tout le monde. Là. Ça parle beaucoup de Benoît Groux à Outaouais. Là. Ben écoute, c'est sûr, ça fait jaser. Je penserais pas, honnêtement. J'ai même entendu une entrevue qui dit écoute, j'ai même pas dit à ma mère quand j'avais eu la job à Syracuse, penses-tu vraiment que je vais vous dire si j'ai une job? J'ai entendu dans des zones radio dire un peu ça, puis je comprends. Tu sais, moi, j'ai connu un peu Ben Groux, où est-ce que j'allais shooter des pucks dans son garage avec Benoît Olivier, j'allais me baigner chez eux. Tu sais, c'est une autre facette où est-ce que moi, je me faisais... Là, depuis que je suis dans le monde du journaliste, je me suis fait raconter qu'il en a fait baver quelques-uns, où est-ce que c'était aussi avec les journalistes, il y avait une certaine relation assez intense, où est-ce que si je dis c'est à E35, si t'arrives à E36, t'as manqué ta chance, il n'y a pas d'entrevue. Donc, tu sais, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, mais bref, c'est certain qu'il cherche un emploi, puis son nom est revenu avec les sénateurs. Je crois pas, si les partisans des Olympiques nous écoutent, je penserais pas qu'il retournera pas dans le junior, là. Honnêtement, je pense que les Olympiques doivent faire une croix là-dessus pour l'instant, mais les sénateurs, qui sait,
peut-être. Un Claude Julien aussi qui est disponible. Ou est-ce qu'il y a certains candidats de la région où est-ce que je nomme des noms. Je dis pas que c'est le choix personnel que je ferais, mais ça reste que potentiellement, que je sais qu'ils cherchent une équipe. Peut-être que justement les sénateurs vont tenter de lui lancer une perche. Je sais que Michael Andlauer a eu des bons commentaires à son endroit au cours des derniers mois, mais à suivre, voir ce dossier. Mais c'est certain que c'est un nom à retenir, surtout qu'il y a une bonne relation avec un certain Claude Giroux qui, lui, on doit lui vendre le plan parce que sinon, on doit devoir le transiger. Là, on veut pas le perdre pour absolument rien. Oh, dis pas ça trop fort, il y en a qui aimeront pas ça. OK, ma deuxième question. Salut Stu. Ma deuxième question. Ton joueur d'enfance, ton idole de jeunesse? C'est tellement difficile à dire. Un joueur en particulier, on dirait que j'en ai comme pas tant que ça. J'ai suivi tellement le hockey puis tout ça. Je dirais que au début, où est-ce que certains joueurs avec le Canadien, surtout Alex Tanguay, m'avait vraiment frappé les peu de temps qu'il était là. Où est-ce que je trouvais que c'était un joueur qui amenait quelque chose de différent. Puis je m'identifiais peut-être un peu plus aussi à son style de jeu. J'étais un attaquant plus défensif avec une vision du jeu. Où est-ce que je sais qu'il y avait certaines offensives, mais sa vision du jeu m'impressionnait. C'est Alex Galchenyuk que ça a été quand même à ses débuts quelqu'un que j'ai regardé. Disons que j'ai acheté pas mal de CCM Superfast rouge avec sa courbe. Sa courbe un peu talon, là, je dirais que je pense que tous les magasins, je les ai tous vidés au Québec de cette courbe-là parce que j'ai encore ça. Bon. Mes parents, je pense qu'ils payent encore les factures, là, mais ça a coûté cher de bâton dans ces années-là. Mais je dirais que c'est un peu difficile. Sinon, Jonathan Chichou, ça a été un joueur marquant, même si ça a été une bonne saison à San Jose. Mais tu sais, toutes ces joueurs-là, des Sharks de San Jose dans ces années-là, Thornton, Marleau, même Hitley qui a fait son passage, qui a marqué aussi l'histoire des Sénateurs d'Ottawa. Absolument. Pour le meilleur et pour le pire. Effectivement, oui. Pour des bonnes, c'est ça, exactement. Ben, à Ottawa, ça a moins fait jaser qu'à Atlanta, maintenant. Oui. Ben, Danny Hitley a fait jaser à Ottawa, mais pour d'autres choses. Mais pas pour avoir non, c'est sûr, eu un accident de voiture. Non, c'est ça. Exact. Bon, messieurs, je vous pose la question de la semaine. Question qu'on vous a posée sur les médias sociaux également. Vous nous avez répondu en grand nombre cette semaine. Puis c'est une question qui fait beaucoup jaser, je vais le reconnaître, puis on l'a déjà dit par le passé, je pense pas qu'il y ait vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. Les opinions sont vraiment variées. Et je trouve que c'est très à propos. Je vous demande donc, la vengeance dans le hockey, est-ce que ça a vraiment sa place? Et là, la question est large. Là. Et là, je fais une parenthèse au commentaire de... C'est le joueur de... Reeves. Alors, je fais une parenthèse au commentaire de Ryan Reeves qui a dit, et là, je traduis librement, si ça se serait passé au moment où je suis arrivé dans la ligue, il serait encore allongé par terre. Il a dit aussi ramener la violence au hockey, je vais me le faire tatouer. Il a dit ça? Ouais, il a fait Make hockey violent again, la fameuse phrase un peu de Donald Trump qui a adapté. Là, il a terminé sa phrase en disant ça justement. Comme Félix l'a dit, là, dans la version originale, c'est Make hockey violent again, I'll tattoo that on my body. Là. C'est quasiment ça. C'était pas quasiment ça, c'était exactement ça. Ta question est tellement est large, mais elle adresse une question qui est large aussi. La vengeance, ça fait partie du sport. Ne serait-ce que tout est une question de vengeance. Tu sais, tu te fais échanger, tu joues contre ton ancien club. Oh, c'est un match de revanche. Okay, tu sais, tu prends ta revanche contre eux autres. Tu perds une partie. Tu sais, les gars, ils le font, là, ils mettent money on the board, ils disent là, hey, on joue contre mon ancien club, mon ancien coach, on joue, ils mettent de l'argent, puis let's go, faut qu'on les batte. Puis sur le jeu, tu sais, on le dit, hein, si tu te fais frapper, regarde ou si tu te fais faire un coup de cochon, regarde le numéro, prends ça en note, puis quand va venir ta chance, tu te revengeras. Fait que ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu, mais il y a toujours une question de proportion, tu sais. Qu'est-ce qui est une vengeance proportionnelle au geste? Puis, tu sais, dans l'exemple qu'on parle un peu de Ridley Gregg, est-ce qu'il y avait un aspect, est-ce qu'il y avait une raison pour une certaine vengeance? Est-ce qu'il y avait une raison d'aller le voir, de l'accoter puis d'y parler? Absolument. Ça se fait tout le temps. Mais le geste était disproportionné versus qu'est-ce qui s'était passé, là, tu sais. Fait que je pense que oui, ça a sa place dans le sport. Mais c'est des fois la ligne entre, tu sais, une vengeance raisonnable puis dépasser les bornes. Le hockey est un sport où cette ligne-là, souvent, est traversée puis de façon maladroite. C'est quoi la ligne raisonnable? Pas un cross-check. Okay, mais c'est quoi la ligne raisonnable? Mais comme je te dis, je veux dire, le geste raisonnable après, c'est de continuer à patiner, aller le voir, l'accoter dans la bande,
puis il pognait les deux bras, puis là, tout le monde s'en vient, puis tout le monde se chamaille, puis à la limite, dropper les gants, tu sais. Tu peux faire ça au hockey, là. Tu peux dropper les gants, c'est toléré, c'est accepté. C'est accepté, ouais. Ben oui, c'est bizarre. Les arbitres, ils se tassent, puis ils regardent. Oui, ça fait partie. Puis, tu sais, non seulement c'est là, mais qu'est-ce que, tu sais, on dit souvent, là, ce qui a été puni, c'est pas le geste, c'était la réplique. Tu sais, c'est la vengeance, c'est le geste après souvent qui est puni. Fait que ça fait 100% partie du sport. Peut-être plus au hockey encore. Est-ce que c'est une vieille mentalité? Reeves faisait référence à l'ancien temps. Probablement, puis même dans l'ancien temps, tu sais, je parle d'ancien temps, mais même peut-être, tu sais, dans les années 90, les années 80, même que celui qui se faisait faire un coup salaud, c'était même pas lui qui prenait sa vengeance. Il y avait des gars sur le banc qui étaient payés rien que pour ça, rien que pour aller régler des comptes, rien que pour aller, tu sais, hey, t'as touché à mon joueur, tu sais, Semenko, tout le monde l'a connu, avec Gretzky, c'était quoi sa job, là? C'était ça. Mais c'est ça, Reeves, c'est sûr qu'il veut de la violence au hockey, parce que sans violence au hockey, Reeves ne jouerait pas dans la LNH. Il y a absolument aucune raison qu'il joue, sauf pour ça, parce qu'il fera pas de but, il fera pas de passe, il fera pas grand-chose, là, mais il va être là. Après ce qui s'est passé avec Ridley Gregg, Morgan Riley, c'est lui qui est embarqué sa patinoire. Castellic a pas voulu se battre, mais c'est lui qui a pris ce rôle-là, tu sais, fait que c'est quand normal, là. Je m'y attends, D'ailleurs, c'est drôle, je suis pas surpris. Ce qu'on a entendu, c'est que Brady Tkachuk était sur le banc quand Reeves embarqué puis qu'il voulait se battre avec Castellic. Puis c'est Brady sur le banc qui a dit non, laisse faire ça, embarque pas, va pas te battre. Alors que lui-même, Brady Tkachuk n'a pas cette retenue-là quand c'est le temps de se battre contre des gars. Tu sais, on dit que justement, il manque de maturité, il manque de retenue, mais de sur le banc, là, c'était lui qui... En tout cas, il est peut-être en train de changer un peu son attitude. Je confirme, à la télé, on le voyait très bien. Il a mis la caméra sur Brady Tkachuk qui disait à Castellic de non, ça sert absolument à rien avec 5 secondes à jouer. Puis j'ai trouvé ça un peu spécial que l'entraîneur des Maple Leafs avait l'occasion de peut-être calmer le jeu après un geste où est-ce que ça fait des remous, a décidé quand même d'envoyer son 4e unité, ses joueurs plus robustes. On a vu Reeves se retourner vers son entraîneur en demandant d'aller sur la patinoire, mais est-ce qu'on est obligé de faire ça avec 5 secondes à jouer dans un match? Le cas est réglé, puis il y a déjà eu un peu... Ridley, son cas a été réglé par Morgan Riley, donc... Je comprends peut-être de vouloir mettre la table sur les prochains affrontements, mais Ryan Reeves a été laissé de côté plus souvent que joué cette saison. Mais oui. Donc, c'est un peu spécial. Tkachuk voulait aussi dire donne-leur pas la satisfaction, genre. Donne-leur pas, parce que regarde, Reeves, je viens de dire qu'il c'est pas le meilleur joueur de hockey, mais il se bat bien. Je voudrais pas me battre contre Ryan Reeves. Fait que Castellic, il a beau être un bagarreur, là, mais il y a pas beaucoup de joueurs qui pourraient battre Reeves en 1 contre 1 dans la ligue. Fait que, tu sais, donne-leur pas la satisfaction de te battre devant tous les fans des Leafs. C'est ça. S'il gagne son combat. On vient de gagner, on va partir. Toutes les chandails bleus vont se lever, toutes les chandails bleus vont célébrer à la fin de la game, alors que, non, donnons-le pas ça. Moi j'écoutais la fin du match à la radio sur Unique FM, c'était Sylvain avec Nicolas qui était là, puis les deux, ils comprenaient pas leur vie par le fait que Ryan Reeves était sur la glace. Puis je me posais moi-même la question, si c'était le scénario inverse, si ça avait été un joueur des Maple Leafs qui venait de se faire donner un coup dans le casque, un coup dans la tête, peut-être que j'aurais compris que l'équipe met son gros gars puis dit vas-y, saute dans le tas. Mais là, qu'est-ce que Ryan Reeves avait à faire là? Je pense que Sheldon Keefe aussi était assez frustré. On l'a vu. On a pu très bien lire sur ses lèvres qu'il traitait tout cela du plus gros plongeur de la LNH. Il était pas content. Il était vraiment pas content dans ce match-là. Donc, je pense qu'à la fin, il a fait comme « Ah oui, vas-y. » Et les émotions étaient hautes pour tout le monde. C'est un entraîneur qui est sur le siège éjectable en ce moment. Lui, tout ce qu'il fait va être scruté à la loupe. Comme les Maple Leafs se font critiquer tout le temps en disant vous êtes ça, vous faites rien. S'il montrait pas que lui il réagit encore et ça serait fait dire regarde, on se fait niaiser par Ottawa puis toi tu fais rien. En tout cas, fait que je pense qu'il a essayé juste de sauver la face. Il va prendre toutes les décisions pour essayer de sauver sa face. Ouais. OK, mais de la façon que je vois tout ça, là, la situation Ridley Gregg, c'est et lui, ça va être une peste dans la Ligue nationale. Ça va être une peste, on le sait. Puis lui aussi, il le sait. Il vient de le dire à tout le monde. Il a comme il vient de le dire à tout le monde, à la Ligue nationale au complet. Ça va être ça. C'est le genre de joueur que je vais être.
Puis c'est devant 60% au moins de fans des Maple Leafs au Centre Canadian Tire, donc faire ça devant eux, c'est encore mieux. Puis tout le match, il se mangeait des coups devant le filet, tu sais. Fait que là, c'était comme, prenez ça. Puis c'est pas quelque chose, c'est quand même un manque de respect, c'est quelque chose qu'on voit jamais. C'est quelque chose qu'on voit jamais, donc je comprends que le geste est quand même irrespectueux. Et ça, il fallait répondre. Il fallait absolument une réponse. Si Mitch Marner faisait ça au Sénateur, je voudrais que Brady Tkachuk aille le voir et fasse quelque chose, c'est sûr, à 1,000,000%. Mais je voudrais pas que ça soit un cross-check Non, d'en face. 100% pas. C'est ça. Mais je te garantis que si Mitch Marner avait fait ça, il y a beaucoup de médias qui ont crucifié Ridley Gregg, qui l'auraient idolâtré. Ah oui. Ouais. Il a rappelé ça du swagger, puis il a rappelé ça, garanti. Mais c'est ça que je trouve juste, il fallait une réponse, absolument. Il méritait une réponse, il méritait que quelque chose lui arrive, mais peu importe le contexte, peu importe la situation, un cross-check à 2 mains dans le visage, ça doit pas être toléré, ça doit pas arriver, ça doit être éliminé du hockey carrément parce que c'est dangereux et il mérite une suspension. Parce que un slapshot comme ça, là, tu le fais pas, c'est une règle non écrite du hockey. Mais quand tu regardes pour une suspension, tu regardes les règles qui sont écrites. Dans les règles écrites, un joueur a compté un but. Il n'y a pas une règle qui dit comment scorer un but. Il a compté un but et le joueur est allé lui donner un coup de bâton au visage. Donc, ce geste-là doit être puni et je pense qu'il va l'être parce qu'il y a un hearing, c'est quoi? On appelle une audience, peut-être? Une audience, merci, une audience en personne. Donc, j'ai très hâte de voir la suspension. Ça devrait sortir d'ici à peu près les 24 prochaines heures parce que je pense que les Maple Leafs jouent demain soir, je crois. Donc, je pense que ça devrait sortir probablement demain la décision. Mais pour revenir peut-être un peu au sujet plus large de la vengeance, je sais que c'est ça un peu la question. Oui, ça fait partie du sport, mais la vengeance, c'est de la rancune. Est-ce que de la rancune, ça va aussi? Ou est-ce que, quand on explique, on joue contre notre ancienne équipe, ou est-ce qu'on a peut-être été échangé, etc. Est-ce que c'est de la vengeance ou peut-être plus de la rancune? Puis parce que moi, je sais que dans la vie, je suis quelqu'un de hyper compétitif à un niveau pratiquement maladif, où est-ce que, tu sais, tout ce que je fais, j'essaie de le faire pour gagner, mais ça reste que il y a certaines façons d'agir des choses, de contrôler ses émotions. Puis je pense que de l'utiliser des fois, cette colère-là, ce sentiment de vengeance, pour le faire de la bonne façon ou d'aller marquer un but, tout ça, c'est encore plus satisfaisant marquer un but qui fait mal que donner un coup de poing à quelqu'un. En tout cas, pour moi, personnellement, ou à tout le moins faire quelque chose qui rend utile dans les règles de l'art, dans les fonctions. Je pense que c'est ça un peu, l'idéal, ce serait ça. Est-ce que l'être humain est fait comme ça ou est-ce que les émotions prennent le dessus? Absolument pas. Il y a des débordements, puis c'est sûr que c'est arrivé à tout le monde de sauter un câble puis péter les plombs, puis des fois, on se contrôle plus, ou est-ce que ça nous enrage, mais il y a certaines façons de faire les choses. Je pense que, aussitôt que j'ai vu le Ridley Gregg lever son bâton, j'ai fait, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions, mais en même temps, comme j'ai dit, est-ce que le geste est inapproprié? Mais garde, là, voyons voir ce que la Ligue va en penser. Mais c'est certain que c'est toutes des choses où est-ce que, tu sais, on est vraiment dans une mentalité où est-ce qu'on recule de plusieurs années, où est-ce qu'on doit répondre. Si tu blesses mon meilleur joueur, je vais blesser ton meilleur joueur. Tu vois, c'est œil pour œil, dent pour dent, rien de moins. Deux choses. Puis là, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, là, ça me convient. La Ligue nationale de hockey est en Amérique du Nord. La ligue la moins populaire, on est d'accord là-dessus. Ouais. Quand Ridley Gregg fait un slap shot dans un filet désert pour garantir la victoire, moi, ce que ça me fait comme effet, c'est que je trouve ça le fun. Je trouve ça cool. Tu sais, c'est un show, c'est un spectacle, guys. Ça crée une réalité, ça crée une étincelle. Que les autres sports ont compris, là. Mais la NHL a tellement la tête dans le sable tout le temps. Ah non, tu célèbres trop après un but, puis tu te regardes mal, puis tu te fais critiquer. C'est ça, je m'excuse, mais avec cette mentalité-là, cette ligue-là va rester la ligue la moins populaire en Amérique du Nord. Plus ou moins d'accord sur certains exemples, plus ou moins d'accord pour certaines choses, parce que je sais que des règles non écrites un peu comme ça, où est-ce que au basketball, quand il reste pratiquement plus de temps au tableau dans la dernière possession, les joueurs prennent jamais de tir, vont jamais, ils gardent le ballon où est-ce qu'ils le mettent pratiquement au sol. On a vu un exemple au football, Jameis Winston, qui avait, tu sais, la défense, l'offensive avait déjà dit, on va mettre un genou au sol, on va terminer le match. Wopalai change le jeu à la dernière minute pour aller faire un toucher où est-ce que le match était déjà hors de portée, où est-ce qu'il y avait aucun enjeu. Il y a certains gestes comme ça qui sont des règles non écrites qui ajoutent
oui à la rivalité, mais pour le spectacle, je suis pas sûr qu'il faut bâtir tant que ça là-dessus sur des gestes comme ça. Je pense que c'est plus au niveau de laisser aller peut-être certaines personnalités, aller vraiment de l'avant, où est-ce que la Ligue nationale, c'est très, très conservateur. Je pense qu'il y a une façon de peut-être faire les choses différemment, de d'autres façons, au niveau de mettre de l'avant le produit, plus que de mettre de l'avant, c'est ça. Des rivalités, par contre, il n'y a rien qui bat ça. Mais de les bâtir de la bonne façon, où est-ce que, tu sais, justement, quand ça va jouer pour vrai, où est-ce que tu mets des calendriers peut-être, où est-ce que tu fais jouer beaucoup de matchs avec certaines équipes, de revoir certains trucs. Tu sais, on joue, tu sais, il y a le calendrier des fois, là, je sais que les Canadiens avaient affronté les Bruins de Boston en début de saison, puis la prochaine fois qu'ils affrontaient, c'était au mois de mars. Tu sais, c'est comme, il y a certaines façons de calendrier où est-ce que, je pense même les choses pour les sénateurs, où est-ce que certains affrontements, qui fait que, il y a peut-être façon de mousser un peu le sport, les rivalités d'une autre façon, sans devoir passer par des gestes qui font, tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en pour certaines choses. Je sais pas si c'est la meilleure façon pour mousser la popularité d'un circuit, mais je comprends un peu l'aspect spectacle qui est à mettre de l'avant. Puis je pense qu'il y a des choses au niveau de la Ligue nationale à revoir pour tenter d'atteindre, à tout de moins imiter ou tenter de rejoindre, accentuer le pas vers la NFL, la NBA et la MLB, etc. Okay, je vais faire l'avocat du diable. Il y a un joueur de Détroit, son nom m'échappe hier, qui a fait le but gagnant en tir de pénalité. Jake Walman. Après le but, il a fait une petite danse. Oui. Ça, c'est mieux. C'est une conduite plus... C'est moins antisportif que Ridley Gregg qui fait un slap shot pour garantir la victoire. Assurément pas. Lui, il n'a pas eu de bâton dans la tête. Je vais juste dire ça. Ils l'ont laissé tranquille. Il pouvait pas. C'était pas la même chose dans le sens où est-ce que là, si un joueur sort du banc après une séance de tir de barrage pour aller sur un joueur, je te dirais que la suspension allait être pas mal plus que ce que Morgan Riley va avoir, dans le sens où on parle d'un joueur où est-ce que, tu sais, je comprends un peu la comparative de célébration. C'est ça. Non, mais garantis que le prochain match, ça reste un geste de célébration. Ouais. Il y a des chances que le prochain match, l'équipe, s'il y en a un d'ici la fin de la saison. Je sais pas, c'était contre qui, Détroit? Parce que c'est pas la première fois, je pense que c'est la 2-3e fois qu'il fait cette danse. C'était contre les Canucks. C'est la 2-3e fois qu'il fait ce move-là, mais je sais pas. Il me semble qu'il l'a fait contre Montréal, si je me trompe pas. Mais c'est une célébration de but. C'est pas la même chose qu'un geste qui menant à certaines choses. Je pense que c'est une célébration de but où est-ce que Pezzetta à Montréal avait fait le Tiger Williams contre Buffalo en fin de match. Il y a certaines façons, certaines célébrations où est-ce que ça fait peut-être mieux jaser dans le sens où t'as gagné le match. C'est le but gagnant victorieux en tir de barrage ou est-ce que c'est une célébration qui fait que, justement, oui, c'est une célébration peut-être un peu exubérante, mais ça fait peut-être mieux parler que c'est justement un tir, mais comme je disais, est-ce qu'il devrait avoir un joueur qui fait un slapshot dans un filet désert? Est-ce qu'on est peut-être à revoir que ça prend absolument une réplique, ça prend absolument une vengeance, ça prend absolument un combat, ça prend absolument quelque chose pour maintenir les règles de l'art de t'as pas le droit de prendre un slapshot. Ça reste que c'était pas un gars qui a fait un Michigan avec un but filet désert, quelque chose comme ça. C'était oui peut-être un peu exagéré de la distance qu'il y avait à parcourir, mais je pense que c'était simplement peut-être un message. Mais bref, je pense que les situations sont comparables, mais on dirait que j'excuse plus la célébration de but victorieux en tir de barrage, où est-ce que ça fait peut-être réagir un peu tout bonnement, puis qu'il y aura pas de répercussions tant que ça. Mais bref, je comprends la comparaison quand même. Puis imaginez si Ridley Gregg fait un Patrick Stéphane, puis qu'il manque son tir, poteau, la puck retourne dans l'autre zone, puis Toronto score. Il a quand même pris une chance. Le but manqué des Stars des années 90. Exact. Ouais. Filet désert, la game est finie. Il va mollement. La rondelle passe à côté, l'autre équipe prend la rondelle puis réussit à marquer pour par un premier choix au total. Patrick Stéphane, faut pas l'oublier, c'est le premier choix au total de l'encan. La même année que ceux qui ont sorti 2 et 3. On dit souvent qu'on ne se souvient pas du 2 puis le 3e, mais c'était quand même les frères Sedin. Donc, on peut saluer Brian Burke qui a fait toute une transaction pour transiger du premier rang pour aller chercher le 2e et le 3e choix cette année-là. C'était quand même quelque chose de spectaculaire. Si vous me permettez, on va aller aux commentaires de nos auditeurs, puis ça va continuer la discussion. Il y a Matt Lamar sur Twitter, lui, qui nous dit « Le geste de Greg était un geste baveux. » Quoi qu'il dit que même si lui a adoré. Ben oui, mais je veux dire, c'était baveux. C'est sûr que le cross-check d'en face, c'est non. Alors ça va dans le sens de tout le monde. Je pense qu'on est d'accord. C'est mon opinion à 100%. Je vous amène ensuite vers Patrick Boucher sur Facebook. Lui qui revient sur Sheldon Keefe.
Le fait de mettre Reeves sur la glace, les commentaires qu'il y a eu après qui étaient d'accord, qui disaient que c'était... Bon, je ne vais pas dire qu'il était d'accord, mais il a supporté son joueur, ce qui est quand même logique, là. Il a dit que c'était... Sheldon Keefe a dit que c'était approprié. Voilà. Il a dit « I thought it was appropriate ». Je pensais que c'était approprié. Ouais, est-ce qu'avec ces deux faits-là, est-ce que Sheldon Keefe pourrait avoir une conséquence, une réprimande de la Ligue? Non, parce que c'est rien passé, je pense. S'il se passe de quoi, puis qu'il force Casterrick à se battre, puis, tu sais, là, et puis il knock, puis ci, puis ça, peut-être qu'on parle d'une histoire, mais pour l'instant, je pense pas que ça va être une histoire. La question est plus grosse que ça et plus large que ça. J'ai comme l'impression que, ceux qui vont autour du hockey, tu sais, tous ces gens-là qui, on dirait, défend les gestes homophobiques de la Ligue. En tout cas, sans les défendre, mais du moins les normalise, les banalise. Les gestes, le racisme dans le sport, tous les caractères, les gestes à caractère sexuel qu'il y a eu, toutes les choses négatives qui tournent autour du hockey, veut pas. On dirait que ces mêmes personnes-là sont à peu près ceux qui viennent nous dire « Ah ouais, Ridley Gregg méritait un coup à la tête. » C'est tellement pas sain comme environnement. Puis heureusement, ça change, puis il y a des groupes, il y a des organismes qui font changer les choses, mais moi, personnellement, ça me décourage un peu de donner de mon temps à faire, veux pas, la promotion de ce sport avec le podcast, tu sais. Il y a tellement de choses pourrites autour de tout ça, ça ouvre tellement de portes, je trouve, à la discussion. Je pense qu'aussi les commentaires négatifs, ceux qui sont justement plus vocaux, c'est souvent ceux qu'on voit le plus, mais des fois, c'est même une minorité. Des fois, il faut faire attention où est-ce que la proportion que ça prend certains commentaires, où est-ce que il y en a qui marquent ça juste pour faire réagir, avoir de l'attention, exactement, pour contredire un peu certaines choses. Peut-être que c'est leur conviction profonde, puis si c'est ça, ben ça sera ça. On pourra pas rien changer quand même qu'on fait un argument d'une présentation PowerPoint, puis tout ça, des vidéos, il n'y aurait pas rien qui pourrait les faire changer. Ça changerait rien, puis c'est pas, on ne doit pas mettre d'efforts ou de choses dans ces genres de commentaires-là, parce que la plupart des gens, si moi je suis d'accord, mettons qu'il va y avoir la suspension qui dit mettons qu'il pogne, je sais pas, 7 matchs de subvention. Ben, si je suis d'accord, souvent, je vais juste rien marquer. Le 3/4 du monde vont rien marquer pour simplement s'abstenir de commentaires. Puis c'est ça pour la majorité des populations. Mais maintenant, la différence, c'est que il y avait une raison un peu avant pourquoi les gens avaient pas tout accès à des places publiques, accès à des micros, accès à s'exprimer publiquement partout. Ben justement, là, on le voit un peu l'effet que ça peut avoir, où est-ce que certains commentaires, certaines opinions, où est-ce que c'est souvent blanc ou noir, il y a pas beaucoup de zones grises, c'est soit que t'es pour, soit t'es contre, justement. Est-ce que t'es pour qu'il crosscheck d'en face ou t'es contre qu'il crosscheck d'en face? On dirait que comme des fois, la zone grise est un peu difficile à trouver, la nuance. Puis justement, des fois, il faut faire abstraction de tous ces commentaires plus négatif ou est-ce qu'il des fois on ne rejoint pas, mais sans toutefois tomber dans une bulle où est-ce que si c'est pas mon opinion, je la regarde pas puis c'est jamais bon. Je pense que c'est une façon d'avoir une ouverture d'esprit, mais jusqu'à un certain degré de ses convictions personnelles. Tristement beaucoup le cas dans beaucoup de sphères de notre société présentement. Les gars, avant qu'on passe aux annonces, parce que là, croyez-le ou non, le warm-up, on l'a même pas fait encore. Il n'a pas touché encore. On a tout fait ça à froid, là. Zachary, es-tu un fan de microbrasserie? Malheureusement, non. Je suis pas quelqu'un qui boit. Je bois pas de bière, je bois pratiquement pas d'alcool, je bois pas de liqueur. Donc, c'est un peu plus difficile à ce niveau-là, mais j'aime quand même les produits du terroir, les produits locaux. Ça, par exemple, je suis 100% pour puis j'en consomme beaucoup. Fait qu'on peut pas t'acheter avec de la bière, puis on peut pas t'acheter avec du red champagne. Correct, on va barrer ça sur notre liste. Donc, peut-être mettre les deux ensemble, on ne sait pas. Ça ferait peut-être deux négatifs également positifs. Peut-être. 5e baron avec faut essayer ça. red champagne, on essaye ça. Ouais, on va essayer ça. Donc, je vous rappelle que le 5e baron à Elmer vous invite à assister à un match des sénateurs à la brasserie. Alors, suivez les médias sociaux, soit de la brigade. On publie à chaque début de mois l'horaire, le calendrier des matchs qui seront diffusés. Mais vous pouvez aussi suivre le 5e baron directement sur Instagram et Facebook. Également, on vous rappelle que le blog Silver 7 vous propose du contenu en français maintenant en collaboration avec la brigade. Cette semaine de l'amour, semaine de la Saint-Valentin, notre ami Stu se donne à cœur joie et il va de son 2e poème d'amour à Claude Giroux. Alors, ce sera disponible via le silver7sense.com ce jeudi.
Votre site web, c'est pas juste une simple carte de visite en ligne. Il faut le voir aussi comme votre employé le plus dévoué, qui travaille tout le temps 24 heures sur 24 pour accueillir vos clients, répondre à leurs questions, présenter vos produits, vos services, puis même des fois conclure des ventes. L'équipe d'experts en hébergement web de Planet Hoster se consacre à vous accompagner dans votre réussite en ligne. Vous pouvez leur demander conseil à planethoster.com. Sur ces belles paroles, Pascal, fais-nous l'honneur du warm-up. Donc, pour le warm-up, côté sénateur, on a eu la grosse victoire contre les Maple Leafs, la fameuse bataille de l'Ontario, qui était la dernière de la saison. Les sénateurs s'en tirent avec la victoire, 3-1 au total des 4 matchs durant la saison. C'est la fin des fameuses trompettes. Les fameuses trompettes qu'on entend au Centre Canadian Tire au début de chaque match. Lors du match contre les Maple Leafs, on y a été avec une nouvelle musique d'entrée. Zach McEwen envoyé au ballottage, donc ça nous fait signe que Anton Forsberg sera bientôt de retour. Jake Sanderson toujours laissé de côté dû à sa blessure. On n'a pas beaucoup de nouvelles. On a dit qu'on va en savoir plus éventuellement, mais a patiné, donc c'est un début. Et Vladimir Tarasenko qui a été interviewé, à qui on a parlé, on a posé des questions à savoir comment est-ce qu'il voyait le reste de la saison, puis la date limite des transactions, est resté quand même vague sur son futur avec les Sénateurs, en mentionnant que pour l'instant, personne n'y a vraiment demandé là, de lever sa clause de non-échange ou quoi que ce soit. Du côté Ligue professionnelle de hockey féminin, c'est le retour des activités. On a quand même une bonne pause où Ottawa va affronter le Minnesota mercredi et samedi. Le Canada a remporté la série rivalité contre les Américaines en gagnant le match numéro 7 et en revenant de l'arrière 0-3. Ça, on aime ça. Jeu blanc de Marshmeyer lors du match numéro 6 et Jenner qui termine le tournoi deuxième meilleure pointeuse d'équipe Canada avec 2 buts et 3 passes. Et voilà, ça complète le warm-up. Je vais juste souligner que les trompettes, si ça ne vous plaît pas, il ne faut pas blâmer Alex Marchand. Non, exactement. Il n'est pour rien. Il le répétait à plusieurs reprises. Et il reçoit beaucoup de messages de partisans en colère qui veulent le retour des trompettes. Puis moi aussi, je veux le retour des trompettes. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec la fin des trompettes, des fameuses trompettes, dirigez directement vos messages au sénateur et non au sénateur, au DJ de l'organisation, parce qu'il est 100% derrière les trompettes. Il ne fait qu'écouter les demandes de ses supérieurs. Alors voilà. Si on regarde, on oublie que c'était les trompettes, là, parce qu'on veut tout le retour des trompettes, mais on regarde seulement, sans passer aux trompettes, on regarde Hell's Bells. C'est comment comme chanson, comme petite tonne moi, d'entrée, j'ai trouvé que le mot est bon au début, mais quand John Trottier annonce les sénateurs, puis que les joueurs embarquent sur la patinoire, il manque un petit hype, là. C'est trop doux, là. Il manque le petit comme ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta qu'on avait avec les trompettes. Dans ma tête, c'est les trompettes et Imagine Dragon. On dirait que c'est les deux qui représentent les sénateurs. On dirait que les chansons d'Imagine Dragon, mon souvenir quand j'allais au Stade Canadian Tire, c'était ça qui jouait souvent avec les trompettes. Oui. Un bon mix, là, on dirait, là, avec... ça fait partie de l'histoire. Depuis toujours, on est habitué avec la bonne bass, là. Ouais. Mais, écoute, est-ce qu'un changement, c'est nécessairement mauvais? Comme tu dis, Phil, je pense que la chanson a quand même un bon beat quand les joueurs embarquent sur la glace puis tout ça. On veut le retour des trompettes, mais ça veut pas dire qu'on les reveut exactement de la façon qui était incorporée avant. Tu sais, je pense que si les sénateurs les ramènent, d'après moi, ça va peut-être être un moment différent. Ça va peut-être être plus au warm-up, plus au début de la partie, plus, je sais pas. Mais il y a peut-être moyen de les ramener, mais d'une façon un peu différente. Mais je suis curieux de la décision du pourquoi. Pourquoi faire ça? Pourquoi les enlever? Je me demande si ça vient pas des joueurs moi, qui voulaient quelque chose de différent. Moi, je pense Marc que non. Method a très clairement indiqué sur Twitter que lui était content de la voir partir, cette chanson-là. C'est vrai? Wow! OK. Mais est-ce que là, c'était simplement un match, là? Est-ce qu'on va la ramener d'ici la fin de la saison?
Potentiellement. Écoute, on va avoir plus de réponses dès demain. Si demain, puis cette semaine, là, la chanson n'est pas de retour, je pense qu'on va peut-être pouvoir faire une croix là-dessus, mais potentiellement, si Mark Method s'est prononcé là-dessus, justement, qui était heureux de l'avoir partir, est-ce qu'on assiste à un certain roulement ou est-ce que à chaque saison, il va y avoir des nouvelles chansons? Je sais qu'il y a eu les trompettes du lanceur de baseball, là, où est-ce qu'il rentrait, là, que ça a été partout, Cataracte de Shawinigan, ça a été ça, au baseball, aux îles de Trois-Rivières. Exactement, ça a fait le tour un peu de la sphère sportive. Donc, est-ce que justement, il va y avoir certaines adaptations ou est-ce qu'à chaque saison, les équipes ont des chansons de but qui diffèrent? Des fois, c'est pas tout le temps les mêmes chansons de but. Ouais. Est-ce qu'on va assister un peu à ça? Je pense que les klaxons de but, là, où est-ce que, avec celui des sénateurs, il se différencie des autres, où est-ce que des quiz de Horn, là. Exactement. Dans le temps, quand j'étais jeune, il y avait le train de Via-Rail dans les écrans en même temps. C'est encore ça? Non, je pense pas. Hey, moi, je détesterais ce son-là si j'étais pas un fan des sénateurs. Je dirais que c'est le pire son du monde entier. Mais là, je l'entends, puis c'est après Ridley Gregg, là, je pense qu'il l'a fait jouer pendant comme 15 secondes. Là. C'est ça. C'était fou. Faut exprès pour laisser le doigt dessus le plus longtemps possible. Ouais. Je confirme que dans le junior, c'est vrai. J'étais sur la carte presse à Victoriaville. Ça m'a pris quand même du temps avant de comprendre que finalement, c'était quelqu'un 4 bancs à côté de moi qui tirait sur la chaîne pour la horn. Ouais. Ça m'a pris à peu près une demi-saison à comprendre ça. Vous allez dire que ça t'a pris donc bien pris du temps d'allumer, mais quand je l'ai compris, je disais que quand il y avait certains moments, là, il se gênait pas. Là. C'est juste une chaîne qui tirait. Là. Des fois, quand c'est des matchs importants, des rivalités, etc., là, il gênait pas. Puis je pense que c'était bien parfait comme ça. Puis je pense que c'est bon. On parlait de rivalité tantôt, c'est bon ça d'avoir des rivalités saines où est-ce que c'est des gestes un peu sur les réseaux sociaux, on en voit là des équipes juniors qui s'envoient des points puis des équipes de la Ligue nationale même qui se répondent. Je trouve que ça justement ça a de la pertinence où est-ce que c'est tant mieux, ça crée l'activité de l'interaction puis ça permet de créer une certaine rivalité avec différentes équipes où est-ce que justement là on va commencer à s'écœurer un peu amicalement. Des fois il y a certains coups qui sont plus vicieux que d'autres là, dans le sens des fois il y a des répliques où est-ce que c'est super bien envoyé, une bonne réplique bien envoyé, honnêtement, on peut juste en rire. Là. Puis je pense que ça fait partie un peu de ça. Les klaxons, les choix de chansons. Lorsque le hockey féminin, j'étais là à l'aréna justement à Place TD. Quand les arbitres, c'est long, ils mettent la chanson What's Going On. C'est comme c'est des chansons un peu comme ça. Puis quand justement il y a des chansons appropriées là, pour certains moments, ça je trouve que des fois le timing est excellent. Puis ça fait juste un peu narguer certains adversaires, mais ça met un peu de l'ambiance, puis ça fait juste mousser les choses. Je trouve ça juste parfait. La fameuse chanson de GoldenEye quand on s'en va à reprise à Toronto, là, au CTC. Écoute. Puis là, justement, Alex nous avait dit ça, qu'il avait travaillé bien fort avec la Ligue pour amener un son quand la pénalité se termine. Puis il a réussi à amener le petit bruit de Zelda. Là. Ça a été toute une négociation avec la Ligue nationale pour réussir à avoir ça, ce que d'autres équipes ont déjà. Parce qu'au basketball, c'est très fort. Au basketball, là, quand il y a des lancers de 3 points, des genres de bruits de sous qui tombent, au basketball, il y a tellement d'interactions où est-ce que il y a certains. Oui, c'est vraiment au niveau du spectacle. C'est sûr que c'est pas pas la même, on peut pas comparer, mais il y a certains trucs peut-être que justement on peut incorporer des fois c'est pas quelque chose qui change complètement. Puis les joueurs sur la glace, là, on peut se le dire, c'est pas un petit son comme ça qui va être déconcentré. Là. À un moment donné, ça permettra pas de pas entendre un sifflet non plus ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est vraiment qu'il y a juste des petites choses qui permettent d'ajouter un peu un peu de crémage sur le gâteau des matchs de hockey. Où est-ce que pour les partisans, c'est quelque chose que les joueurs souvent ils se rendent pas compte, mais pour les partisans, c'est le fun. Ça, c'est une affaire qu'on s'est dit souvent dans le passé. C'était plus au moment où cette année, ça va mieux. Les gens se présentent un peu plus à l'aréna. Mais on se disait, tu sais, Ottawa doit trouver le moyen de rendre les matchs agréables, même pour les partisans modérés. J'ai eu un exemple là, de ça là, que j'ai trouvé
parfait à la place d'aider. Là, ce qu'ils ont fait, c'est une idée de génie, honnêtement. Puis je comprends pas pourquoi toutes les équipes sportives font pas ça. Ils font un caout dans les entractes. C'est comme un genre de quiz où est-ce que tu es sur ton téléphone, il y a un code qui apparaît, tu rentres le code, puis c'est des questions sur l'équipe, tout ça. Puis la personne qui finit en premier gagne, mettons, une paire de billets ou quelque chose comme ça. Pas obligé d'être une paire de billets, tout dépendant, peut-être pas au sénateur, mais tu sais, ça peut être juste un chandail. On s'entend que un par match là, ou un par entracte, là, c'est pas quelque chose qui va ruiner, mais ça fait une interactivité avec les partisans pendant les entractes qui sont pas juste en train de... Tu sais, moi, des fois, voir des gens tourner en rond à faire du tricycle sur la glace, ou, des petites activités de jouer au bowling, lance quelqu'un. Tu sais, je suis comme, est-ce que ça attend sa place? T'sais, je pense que d'avoir une interaction avec les partisans, tu sais, c'est ça un peu qui marque. Puis d'avoir ça, là, j'ai trouvé ça super. Hockey féminin, c'était ça. Même le match Colonel Bay, Université d'Ottawa contre Université Carleton, c'était la même chose. Donc même si la foule était honnêtement très décevante, là, ça reste que quand tu fais quelque chose qui interagit avec les partisans, je trouve que ça, là, c'est parfait parce qu'en plus, c'est des connaissances qu'après ça, les gens, même s'ils n'ont pas la bonne réponse, ben ils l'apprennent. C'est ça. C'est juste des choses comme ça où est-ce que ça pas obligé de durer longtemps. Puis comme j'ai dit, si tu donnes un petit bonbon, un petit nanan à quelque chose à la fin que tu gagnes gratuitement pour 5 minutes, là, les gens vont se connecter sur leur téléphone. Ils sont déjà sur leur téléphone à l'entracte de toute façon. C'est sûr que côté entertainment, pendant la game, entre les entractes, avant la game, tout ça, il y a eu des améliorations, mais ils ont des croûtes à manger encore. Puis, mais tu sais, ils n'ont pas besoin d'aller loin pour avoir des exemples. Quand tu dis qu'un match du Rocket de Laval... Ramener la course des premiers ministres. Ça l'apprend, ça. Ça, je m'en ennuie trop, là. Ouais, puis de là, on parle d'aller chercher les Andlauer, Martel, aller chercher les gens francophones de l'Outaouais, de Gatineau. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus parce que on parlait tantôt de mon équipe préférée. Pourquoi mon équipe préférée, c'est pas le sénateur d'Ottawa? Ça devrait pas être une question. Non. Pourquoi tous mes amis, quand je leur parle, il y en a quelques-uns, mais on devrait tous être des partisans des sénateurs parce que dans mon enfance, je pense que Sparky est venu une fois à mon école primaire quand j'étais peut-être en deuxième année du primaire. Puis après ça, j'ai jamais eu aucun autre contact de ma vie pratiquement avec l'organisation des sénateurs. Donc, tu sais, il y a peut-être une façon d'aller chercher là. Puis ça reste que des ventes de billets. Gatineau, c'est la 4e plus grosse ville du Québec. Ouais. Donc, ça reste, t'as un gros territoire, un gros marché à aller conquérir. Puis c'est pas trop loin. De construire une arena potentiellement au centre-ville plus près de la frontière va aider, mais ça reste qu'il y a un marché à développer là qui est encore libre, il est allé chercher, puis je pense qu'il y a beaucoup qui attendent ça d'un peu de se faire courtiser ou de se faire un peu inviter d'aller assister au match. Rapprocher de Gatineau, c'est bien, bravo, mais faut que tu les invites, faut que tu leur donnes aussi. Le goût. Ah oui, c'est ça. Parce que sinon, ils viendront pas plus. Puis c'est un bon point que tu amènes. Si tu m'avais dit, moi je suis fan des Canadiens, j'aurais pu comprendre, tes parents, tes grands-parents, whatever. Mais le fait que tu es un fan des Sharks, ça, c'est vraiment... Ça démontre la faillite des sénateurs d'Ottawa dans la région, là. Ouais, moi, il y avait un match que j'étais excité à aller par année. Souvent, c'était quand les Sharks, ils venaient. Tu sais, ça m'est arrivé d'aller en voir quelques-uns, tu sais. Ça a été ça un peu. Puis, c'est certain que dans la région, il y a beaucoup aussi. Il y en a qui détestent les sénateurs, mais à un point tel, tu sais, un point très fort. J'en ai jamais vu. Je pense qu'il y en a qui aiment les détester, peut-être. Okay. Tu sais, qui aiment justement détester les sénateurs. Puis surtout que, tu sais, des fois, il a fait dans certaines années, peut-être qu'il était un peu plus détestable, mais ça reste que, tu sais, je pense qu'il y en a qui aiment les détester ou qui aiment simplement jouer les troubles fêtes. Là, on parlait des trolls tantôt. Il y en a qui vont vouloir aimer ça un peu être là-dessus, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un côté à faire, un marché à les conquérir. Puis je pense que ça pourrait aider honnêtement tout le monde. C'est là, c'est sur un plateau d'argent. Là, c'est juste que faut que tu convainques les gens d'aller se taper un petit peu de trafic pour aller au match parce que demain j'y vais. Puis je peux dire que le match est à 7h, je partirai pas à 6h. Là, c'est impossible. Non, même pas à 5h30. Ah non, je vais partir plus à l'entour de 3h pratiquement. Oui, ben c'est vrai, c'est ça qu'il faut. Sortir aussi. Là. C'est plate, le JP Fortin n'est pas là, il me croit pas quand j'ai dit ça. Oui. Non, il y a une route. Pourtant, ça devrait être tous les chemins mènent à Rome. C'est les sénateurs. Mais puis pourtant, l'aréna des sénateurs de l'extérieur a pratiquement l'air du Colisée de Rome. Ben oui, c'était voulu. Exactement, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. T'as mentionné tantôt les propos de Michael Andlauer par rapport à la volonté d'aller chercher le public francophone. Il a dit cette équipe-là appartient vraiment aux habitants de la région d'Ottawa-Gatineau.
Il y a aussi... Là, Zachary, t'as parti JP. Non, mais il y a aussi... Attends, j'ai une question précise qui s'en vient. Il a aussi lancé des flèches aux Canadiens de Montréal en disant, genre, par le passé, ça a été très facile pour les Canadiens de venir exploiter Gatineau, mais ça sera plus aussi facile à l'avenir. Là, je sais que tu viens tout juste d'arriver, mais le droit demeure probablement un des médias francophones à la couverture des Sénateurs qui est le plus connu, qui a le plus d'influence. Toi, est-ce que tu sens des ouvertures que peut-être avant, il n'y aurait pas eu ou... Je pense que c'est un peu trop tôt, mais quand on parle de médias francophones qui couvrent les Sénateurs, mais plutôt sur une base quotidienne, là, on est 2. Ouais, c'est ça. Il y a une FM avec Nicolas Saint-Pierre que j'ai croisé tantôt à l'entraînement où est-ce qu'il fait dans le vestiaire, puis il y a le droit. En français, c'est tout. C'est les qui couvrent plus quotidiennement. Radio-Canada le fait aussi avec Jonathan Jobin, justement. Il y a certaines personnes qui aiment aussi. Il y a certains médias qui le couvrent, mais qui sont là plus quotidiennement, on voit pratiquement tous les matchs. Il y en a pas beaucoup. Là. Donc juste des médias francophones qui assistent à certaines choses. Comme j'ai dit pour l'instant, je me suis en fait envoyé certains courriels que le fait francophone par certains partisans ou des personnes qui ont des billets de saison comme quoi moi je suis un francophone, puis je trouve ça un peu déplorable qu'il y ait rien en français. Il y a les annonces de buts puis des pénalités, peut-être que des fois c'est en français, mais il dit le restant, il y a pratiquement rien en français. Il dit, on a de la misère à te faire servir en français, il y a rien, il y a pratiquement rien en français là-bas. Puis je pense que ça, pour certains partisans francophones, soit que c'est un frein, ou pour certains peut-être des gens de Gatineau, Ottawa, qui sont pratiquement unilingues francophones, ben ça donne pas le goût d'aller voir un match où est-ce que si tu dois communiquer en anglais pour pratiquement tout, ben ça peut être un frein à aller de ce côté-là. Donc, d'avoir peut-être certaines options, je sais pas c'est quoi, mais je pense qu'il y a un côté à développer où est-ce que, comme M. Lauer l'a dit, là, ça a été vraiment négligé puis à développer. Puis je pense que tout le monde pourrait être gagné, comme on disait tantôt. Ça prend certains efforts, mais c'est des fois quand on va chercher les efforts, souvent demandent des moyens. Puis quand on pige dans les portefeuilles, des fois c'est souvent là que ça accroche. Mais regarde, déjà qu'il y a des patinoires des Sénateurs à quelques endroits, c'est bien. À Gatineau, mais ça reste que ça prend plus que ça. Là. Ça prend plus que 2-3 panneaux puis quelques bandes qui sont là à l'année pour convaincre certaines personnes d'être partisans des Sénateurs ou d'aller les encourager. Là. Surtout avec, comme on dit, le dollar loisir qui descend peut-être pour certains avec le coût de la vie. Ben, faut aller les chercher, faut aller les récupérer. Là. Faut les amener en personne parce que les matchs sont pas mal gratuits ou pas nécessairement gratuits, mais pratiquement il y a beaucoup de gens qui ont le câble, donc t'as le câble, t'as le match avec toutes les angles, toutes les reprises vidéo, ben faut-tu convaincre les gens d'aller là pour une plus-value, de l'ambiance, d'une expérience. Là. D'où l'aspect de l'ambiance en général, oui, l'aspect francophone, puis ils l'ont fait, mais pour un match cette année, puis c'était contre les Canadiens. Fait que là, on dit, OK, vous l'avez-tu fait pour les partisans des Canadiens qui viennent à l'aréna remplir à moitié, c'est pour eux autres que vous faites l'aspect français. On leur dit, revenez, on s'ajuste à vous, fait que revenez la prochaine fois. C'est ça. Continuez à venir. Mais faut que ce soit un peu plus un événement. Puis c'est ça qui manque un peu des matchs des Sénateurs. C'est que les gens vont voir une game de hockey, vont écouter la game, un peu comme moi et Phil ont fait. Quand tu y vas souvent, OK, tu l'as vu, le warm-up 2-3 fois, t'as vu, t'as tout fait. Ben là, tu vas écouter la game. Mais il faut essayer de reproduire l'événement. Le fait que, à soir, on va une game des scènes, c'est qui? Je sais pas, mais c'est pas grave, on va là, ça me tente, on va avoir du fun. C'est le Centre Bell. C'est ça, exact, Centre Bell. Puis même, je veux dire, ils le font, même affaire avec le Rocket de Laval. Demain matin, je vais aller voir une game, moi, là-bas, juste parce que je sais que je vais passer une maudite belle soirée en dehors du spectacle hockey qui va peut-être m'intéresser moins, mais je sais que je vais passer une bonne soirée pareil. Oui, vraiment. Puis moi, en tant que, je l'ai dit tantôt, j'ai un jeune enfant, ça me tentera pas, là, d'aller au Centre Bell. J'habite à Montréal, ça me tentera pas de descendre à Canada. Je vais aller à la Place Belle avec lui quand il va être un peu plus vieux. C'est parfait pour ça, là. Zachary, merci. Merci à vous autres pour l'invitation. Le temps passe. Bien accompagné, le temps passe vite. Donc, on peut te suivre sur Twitter. On peut te lire à partir de maintenant, de prochainement.
dans le journal Le Droit. On t'a aussi vu faire des apparitions dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et Mix Lafleur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être récurrent? Comment ça fonctionne? Ouais, tous les mardis aux alentours de 6h, entre 6h20 et 6h30, tout dépendant du plan de match là, de Nicolas, mais je suis chroniqueur toutes les semaines dans le show dans le vestiaire, donc je parle un peu de l'actualité sportive, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui attire l'attention, qu'est-ce qui s'en vient, bref, des fois des histoires que j'ai réussi à les grappiller ici et là, ou peu importe, que j'ai fait une histoire ou pas, des fois j'en parle, je dis là demain je vais être en ondes justement avec Nicolas, mais c'est ça, fait que c'est vraiment un peu cette façon-là. J'ai un peu moins la liberté justement de déblatérer tout ça, raconter des histoires, des anecdotes, parce que comme j'ai dit, même en 2 ans et demi, j'en ai vécu certaines histoires, des belles petites histoires, anecdotes que je vous ai pas racontées. Fait que, mais c'est sûr que c'est vraiment cool justement de pouvoir informer les gens, puis par la suite, ben justement, je dis, si vous avez des bonnes histoires, n'hésitez pas à m'écrire. Non, t'es définitivement plus un format podcast qu'un format segmenté radio, où est-ce qu'on a 8 minutes pour parler de quelque chose, puis tout est au corps de tout. Je suis capable de... non, c'est ça, polyvalent. Un couteau suisse, comme on dit. On disait que tu avais des grosses chaussures à chausser, mais parce qu'on a eu aussi Jean-François Plante, on n'avait vraiment jamais parlé, puis on savait pas trop à quoi s'attendre, tu sais, quand on s'est connecté avec. Puis si on a placé 3 phrases, moi puis JP, c'est beau là dans toute la soirée. Mais je pense que en tout cas t'es bien parti. Puis le droit est en de bonnes mains. Puis on est en de bonnes mains en Outaouais, je pense, pour avoir une bonne couverture, pour avoir quelqu'un de sérieux, puis qui est capable de trouver les histoires, de raconter les histoires, puis de prendre le flambeau, puis rouler avec ça. Puis on va continuer à te suivre. Puis écoute, si jamais t'es partant à faire une prise 2 puis une prise 3, puis ça va sûrement être le fun de se reparler. N'importe quand, messieurs, comme j'ai dit, des histoires, des petites anecdotes, tout ça, j'en ai que j'ai pas tout raconté, je garde ça pour d'autres fois, mais même ça fait juste 2 ans et demi que je fais ça, écoute, de tous les jours et pratiquement une nouvelle histoire, dans le sens où on sait jamais, quand tu lèves le matin, on sait jamais ce qui attend, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté du métier, puis quand la passion est là, honnêtement, dans n'importe quoi, comme je dis, moi je suis tellement passionné que j'ai jamais l'impression de travailler une seule journée, donc pour vrai, comme je dis, moi je vis un rêve, puis c'est tout simplement ça. Puis comme j'ai dit, je fais mon travail à plus hauteur de mes capacités, puis en espérant justement que les gens aiment ce que j'écris, les gens nous suivent. Puis comme j'ai dit, moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir informer la région de la Capitale-Nationale sur ses équipes, ses athlètes, ses histoires. Cool. Ben, en tout cas, tu dis que tu es un passionné, puis je peux confirmer que ça se sent de l'autre bout de ton micro. Merci beaucoup pour ton temps, honnêtement. Ça doit être des grosses journées, des grosses semaines. Tu t'adaptes au retour en Outaouais. Fait que merci d'avoir pris le temps de passer la soirée carrément avec nous. De l'autre côté, on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi vous abonner à La Brigade via votre application de podcast préférée et nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Pascal, on peut continuer à t'entendre à tous les mardis dans le local sportif avec Marc Legault. Yes. Messieurs, est-ce qu'on a un mot de la fin? Slash. Oh, yes! C'est excellent. Excellent. Messieurs, c'était donc La Brigade, le seul podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.